quand j'ai refusé de vendre ma maison pour financer le voyage de ma sœur, maman m'a frappé au visage jusqu'à ce que mes dents saignent. J'ai donc fait en sorte qu'elle ne puisse plus jamais toucher à ma vie. Le goût du sang sur ma langue était métallique et chaud. J'ai senti le bord tranchant de l'assiette en porcelaine me couper la lèvre inférieure, alors que ma mère la projetait en avant à deux mains, son visage déformé par la rage à quelques centimètres du mien. Le bord décoratif a accroché ma gencive, et j'ai senti mon incisive bouger légèrement dans son alvéole. Quand elle s'est finalement reculée, haletante, j'ai touché ma bouche, et mes doigts sont revenus rouges. Espèce de garce égoïste et ingrate, a-t-elle sifflé, tenant toujours les morceaux brisés de ce qui était autrefois sa belle porcelaine. Ma sœur, Tiffany, se tenait derrière elle, les bras croisés, l'air suffisant, malgré l'horreur de ce qui venait de se passer dans ma propre cuisine. Elle avait amené notre mère en renfort, toutes deux convaincues qu'elle pourrait me forcer à signer les papiers de ma maison. Ma maison, celle pour laquelle j'avais économisé pendant 8 ans, en faisant des doubles gardes à l'hôpital, tout en vivant dans un studio qui avait à peine la place pour un lit. Tout ça parce que Tiffany voulait lancer une entreprise de brunch bien-être à Portland et avait besoin de capital de départ. Apparemment, ma maison de plein pied de 3 chambres dans la banlieue de l'Ohio était le sacrifice parfait pour ses rêves d'entrepreneuriat. Sortez, ai-je dit doucement, en crachant du sang dans mon évier de cuisine. Ma voix était plus stable que je ne le pensais. Toutes les deux. Maintenant. Ma mère a ri. Elle a vraiment ri. Nous n'irons nulle part tant que tu n'auras pas retrouvé la raison. Ta sœur a besoin de cette opportunité. La famille s'entraide. J'ai attrapé un torchon et l'ai pressé contre ma bouche, sentant le goût du cuivre et la douleur lancinante là où ma dent avait été ébranlée. Une froideur s'est installée dans ma poitrine, remplaçant le choc. Pendant 32 ans, je m'étais plié à leur volonté. J'avais donné à Tiffany mes économies pour l'université quand elle avait décidé de partir en sac à dos en Europe à 19 ans. J'avais co-signé son premier bail d'appartement, qu'elle n'a pas respecté, ruinant mon crédit pendant des années. J'ai payé son mariage avec Brandon, un mariage qui a duré exactement 14 mois avant qu'elle ne décide que la vie conjugale n'était pas authentique à son parcours. Et là, elle se tenait dans ma cuisine, regardant notre mère m'agresser, attendant que je cède une fois de plus. Vous avez 30 secondes avant que j'appelle la police, leur ai-je dit, mon téléphone déjà à la main. Tiffany a levé les yeux au ciel. Ne sois pas si dramatique, Gwen. Maman t'a à peine touché. J'ai retiré le torchon de ma bouche, leur laissant voir le sang qui coulait librement sur mon menton. Le visage de ma mère a légèrement pâli, mais elle ne s'est pas excusée. Elle ne s'excusait jamais. Elles sont parties quand j'ai commencé à composer le 911, ma mère marmonnant des mots sur le manque de respect et la déception. Tiffany s'est arrêtée à la porte, son expression plus calculatrice qu'inquiète. Tu le regretteras, a-t-elle dit simplement. On prend toujours soin des nôtres, et tu montres clairement que tu ne fais plus partie de cette famille. Tant mieux, ai-je répondu, et je lui ai claqué la porte au nez. La visite chez le dentiste d'urgence m'a coûté 800 €. Mon incisive a dû être stabilisée avec une attelle collée aux dents adjacentes, et j'ai eu 3 points de suture à la lèvre inférieure. L'attelle resterait en place pendant au moins 3 semaines, le temps que la dent se rattache à l'os. Le médecin m'a demandé 2 fois si je voulais déposer une plainte à la police. J'ai dit non les 2 fois, m'accrochant encore à une vieille notion dépassée selon laquelle les problèmes familiaux devaient rester privés. C'était ma première erreur dans ce qui allait devenir une guerre de 18 mois. Les jours qui ont suivi l'agression étaient étranges. J'allais au travail, souriais aux patients, administrais des médicaments et faisais comme si de rien n'était. Mais chaque fois que j'apercevais mon reflet dans une vitre ou un miroir, je voyais le gonflement de ma lèvre et l'échymose jaunissante qui s'étendait sur mon menton. Mes collègues me demandaient ce qui s'était passé. Je leur disais que j'avais glissé dans ma cuisine et heurté le bord du comptoir. Le mensonge venait facilement, rodé par des années à couvrir les dysfonctionnements familiaux. Ma collègue, Melissa, m'a prise à part lors d'un changement de service. Elle était plus âgée, peut-être la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et un air pragmatique qui la rendait excellente dans les situations de crise. Cette échymose ne vient pas d'un comptoir, a-t-elle dit sans détour, en gardant la voix basse. J'ai vu assez de cas de violence domestique pour reconnaître le schéma. Si tu as besoin d'aide ou d'un endroit sûr où rester, dis-le simplement. J'ai failli tout lui dire. Les mots étaient là, pressés contre ma lèvre blessée, mais la honte m'a arrêté. Comment expliquer que c'est votre propre mère qui a fait ça? Que votre sœur a regardé sans ressentir le moindre remords?
Les gens comprennent les partenaires violents ou les inconnus agressifs. Ils ont du mal avec les mères qui agressent leurs filles pour une question immobilière. Je vais bien, ai-je dit à la place. Vraiment, juste maladroite. Mélissa ne m'a pas cru, mais elle a respecté ma réserve. Elle m'a serré l'épaule et est retournée au travail. J'ai ressenti le poids de cette occasion manquée pendant des semaines. Plus tard, quand tout a explosé et que j'ai eu besoin de personnes ayant été témoins des conséquences, Mélissa est devenue l'un de mes témoins les plus crédibles, fournissant une déclaration détaillée sur mes blessures et mon comportement dans les jours qui ont suivi l'agression. La douleur physique s'est estompée en quelques semaines, mais autre chose persistait. J'ai commencé à faire des cauchemars où je voyais le visage de ma mère, déformé par la rage, et j'entendais le bruit de la porcelaine se brisant contre mes dents. Je me réveillais en sursaut, touchant ma bouche pour m'assurer qu'elle était guérie, que j'étais en sécurité dans ma propre chambre. Pendant ces nuits sans sommeil, je parcourais ma maison, allumant les lumières, me rappelant que cet espace était le mien. Je l'avais acheté avec l'argent que j'avais gagné en enchaînant les gardes de nuit, en travaillant pendant les vacances alors que les autres faisaient la fête. L'hypothèque était à mon seul nom. Chaque meuble, chaque couleur de peinture soigneusement choisie, chaque amélioration représentait mes choix et mon dur labeur. Cette maison de plein pied de 3 chambres était mon rêve depuis l'adolescence, quand je partageais une chambre exiguë avec Tiffany, l'écoutant se plaindre de tout, de la couleur des murs à ma respiration trop forte pendant que j'étudiais. Je m'étais promis qu'un jour j'aurais mon propre espace où personne ne pourrait me dire quoi faire ou qui être. Et maintenant, il voulait que j'y renonce pour que Tiffany puisse servir des toasts à l'avocat hors de prix à des hipsters de Portland. 2 semaines plus tard, mon père a appelé. Papa avait toujours été la partie neutre, le conciliateur qui restait silencieux pendant que maman orchestrait la dynamique familiale. Il ne m'avait jamais défendu, mais il n'avait jamais non plus participé activement à la cruauté. Ta mère est à l'hôpital, a-t-il dit sans préambule. Elle a fait une dépression nerveuse, une crise d'angoisse. Les médecins disent que c'est le stress qui l'a déclenché. J'ai attendu, sachant ce qui allait suivre. Tiffany nous a dit que tu les avais menacées toutes les deux, a-t-il continué. Que tu es devenue violente et qu'elles ont dû partir pour leur propre sécurité. Sa voix était lasse, vaincue. Pourquoi as-tu fait ça, Gwen? Ta mère pleure depuis des jours. L'audace m'a coupé le souffle. Est-ce que Tiffany a mentionné que maman m'a fracassé une assiette au visage? Que j'ai dû avoir des points de suture? Silence à l'autre bout du fil. Un silence si long que j'ai vérifié si l'appel avait été coupé. Elle a dit que tu exagérais à propos d'une bousculade accidentelle contre le comptoir, a finalement dit papa. Mais sa voix avait changé, incertaine maintenant. J'ai des dossiers médicaux, des photos, un rapport de police que je peux encore déposer, ai-je dit. Je n'en avais pas déposé, mais le mensonge est venu facilement. C'est ça que tu veux? Ta femme arrêtée pour agression? Plus de silence. Gwen, n'envenimons pas les choses. La famille, c'est la famille. On règle nos problèmes. Dis à maman que j'espère qu'elle se sentira mieux, ai-je dit avant de mettre fin à l'appel. La conversation m'a laissé tremblante. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur ma terrasse, regardant le jardin que j'avais passé 2 étés à aménager. J'avais planté ces rosiers moi-même, appris les subtilités du pH du sol et des calendriers d'engrais, passé des week-ends à les soigner jusqu'à leur floraison. Le jardin était la preuve que je pouvais créer quelque chose de beau quand on me laissait tranquille. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Le message m'a glacé le sang. Tu regretteras d'avoir tourné le dos à ta famille. On sait où tu travailles. On connaît tes horaires. Fais de beaux rêves. J'ai bloqué le numéro, mais 3 autres messages sont arrivés de numéros différents en moins d'1 heure. Chacun un peu plus menaçant que le précédent. Il savait à quelle heure je partais au travail. Il savait quel supermarché je fréquentais. Il connaissait ma plaque d'immatriculation. Cette surveillance me semblait suffocante. J'ai commencé à regarder constamment par-dessus mon épaule, à sursauter au moindre bruit inattendu. Ma maison, mon sanctuaire, a commencé à ressembler à un piège. J'ai installé un système de sécurité cette semaine-là, avec des caméras couvrant toutes les entrées. L'installation m'a coûté près de 2 000 €, une dépense que je n'avais pas prévue. Mais l'alternative était de vivre dans la peur constante. Les enregistrements se sont avérés utiles plus vite que je ne l'avais imaginé. 3 jours après l'installation,
la caméra a surpris Tiffany en train de rôder dans mon jardin à 2 heures du matin, testant les fenêtres et les portes. Elle ne savait pas encore pour les caméras. J'ai regardé l'enregistrement avec incrédulité, voyant ma sœur, la personne avec qui j'avais partagé une chambre pendant 16 ans, essayer de s'introduire chez moi. J'ai sauvegardé l'enregistrement à plusieurs endroits et j'en ai envoyé une copie à un avocat que j'avais commencé à chercher, au cas où les choses s'envenimeraient. Je ne l'ai pas signalé à la police immédiatement, une décision que j'ai remise en question pendant des semaines. Une partie de moi croyait encore que cela pouvait se résoudre sans l'intervention des forces de l'ordre. Une autre partie craignait qu'impliquer la police ne pousse ma famille à faire quelque chose d'encore pire. Et honnêtement, une partie de moi voulait rassembler plus de preuves pour avoir un dossier accablant quand je déciderais enfin d'agir. Cet enregistrement est devenu la pièce à conviction, c'est lors des audiences ultérieures pour l'ordonnance restrictive. Cet espoir est mort complètement quand ma patronne m'a convoqué dans son bureau. Ma patronne, Rachel, m'a convoqué dans son bureau 3 jours plus tard. Son expression était mal à l'aise alors qu'elle faisait glisser un email imprimé sur son bureau vers moi. J'ai reconnu le nom de ma sœur dans le champ de l'expéditeur avant même d'en lire le contenu. Le message détaillait mon problème de toxicomanie continue et mon comportement erratique. Il affirmait que je volais des médicaments à la pharmacie de l'hôpital et que ma famille était profondément préoccupée pour mon bien-être et la sécurité de nos patients. Tiffany l'avait envoyé à l'administrateur de l'hôpital, au conseil d'administration et au conseil de l'ordre des infirmières de l'État. Chaque mot était un mensonge, mais les mensonges prennent du temps à être démentis. Rachel m'a assuré qu'elle n'en croyait rien, mais que le protocole exigeait une enquête. J'ai été mise en congé administratif en attendant un test de dépistage de drogue et un audit des stocks. Je suis désolé, a dit Rachel, et elle semblait sincèrement l'être. Votre travail a toujours été exemplaire. Nous allons vite éclaircir cette affaire. L'humiliation fut immédiate et totale. La sécurité m'a escorté hors du bâtiment sous le regard de mes collègues. J'ai dû rendre mon badge et ma carte clé à la réception, comme une criminelle. Le trajet jusqu'à ma voiture a ressemblé à une parade de la honte, chaque regard me jugeant, se demandant si les rumeurs étaient vraies. Brian, de l'informatique, m'a rattrapé sur le parking avant que je ne puisse partir. Il a jeté un regard nerveux autour de lui, s'assurant que personne ne regardait, puis m'a tendu la carte de visite d'un avocat. Ma sœur a vécu quelque chose de similaire avec son ex-mari, a-t-il dit à voix basse. Fausses accusations, harcèlement, tout le tralala. Cet avocat l'a aidé à se défendre. Ne les laisse pas s'en tirer comme ça, d'accord? Tu es l'une des meilleures infirmières que nous ayons. Sa gentillesse a failli me briser. Je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes, pleurant si fort que je ne pouvais plus voir la route pour rentrer en sécurité. Ce travail était mon identité, mon but, la chose autour de laquelle j'avais construit toute ma vie d'adulte. Et Tiffany avait essayé de le détruire avec quelques paragraphes de fiction. Le test de dépistage de drogue est revenu négatif, évidemment. L'audit des stocks n'a révélé aucune anomalie. Mais le mal était fait. Mes collègues me regardaient différemment maintenant. Des chuchotements me suivaient dans les couloirs. L'enquête a duré 6 semaines. 6 semaines sans salaire, pendant lesquelles j'ai épuisé mes économies pour payer mon hypothèque et mes factures. Pendant ces 6 semaines, j'ai appris ce que signifiait vraiment l'isolement. Mes amis du travail ont cessé de répondre à mes SMS, probablement inquiets d'être associés à quelqu'un faisant l'objet d'une enquête. Mes comptes de réseaux sociaux ont été inondés de messages de parents que je connaissais à peine, tous répétant la version des faits de ma mère. Selon la narration familiale, j'étais une toxicomane instable qui avait violemment agressé sa mère et sa sœur lors d'une intervention. Le détournement cognitif était magistral. Ils avaient réécrit l'histoire si complètement que même moi, j'ai commencé à douter de mes propres souvenirs. Avais-je surréagi? L'incident de l'assiette était-il en quelque sorte de ma faute? Peut-être avais-je fait un faux mouvement, provoqué moi-même la collision. Puis je regardais les photos sur mon téléphone, celles que j'avais prises immédiatement après l'agression, ma bouche ensanglantée, ma lèvre fendue, ma dent déchaussée. Ces images étaient la preuve que ma mémoire était exacte, que je n'étais pas folle, qu'ils étaient les agresseurs. J'ai imprimé des copies de ces photos et je les ai gardées partout, dans mon portefeuille, sur mon réfrigérateur, à côté de mon lit. Chaque fois que le doute s'insinuait, je me forçais à les regarder et à me souvenir de la vérité. Ma tante Paula, la sœur de ma mère, m'a appelé pendant la 3e semaine de mon congé forcé. J'ai failli ne pas répondre, pensant qu'elle appelait pour me réprimander comme tout le monde.
Mais Paula avait toujours été différente du reste de la famille, plus calme, plus observatrice. Je sais ce qui s'est vraiment passé, a-t-elle dit sans préambule. Ta mère m'a appelé cette nuit-là, se vantant de t'avoir remise à ta place. Elle pensait que je serais fier d'elle de t'avoir géré. Le soulagement d'être cru m'a presque fait pleurer à nouveau. Pourquoi n'as-tu rien dit? Est-ce que quelqu'un aurait écouté? Paula a soupiré lourdement. Ta mère a passé 40 ans à construire sa réputation de matriarche familiale parfaite. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Mais j'ai vu comment elle te traite, comment elle t'a toujours traité. Tu n'as jamais été sa fille, Gwen. Tu as été son plan B. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Paula m'a raconté des histoires que je n'avais jamais entendues, des incidents de mon enfance que j'avais oubliés ou mal interprétés. Elle a brossé le portrait d'un favoritisme systématique et d'une manipulation émotionnelle qui avait commencé avant même que je sois assez grande pour le reconnaître. Ma mère, ta grand-mère, nous a fait la même chose, a expliqué Paula. Elle faisait des favoris, nous montait les unes contre les autres. Je m'en suis sorti en déménageant à 3 états de distance et en limitant les contacts. Ta mère est restée proche et est devenue exactement comme elle. Le cycle se poursuit à moins que quelqu'un ne le brise. Je suis en train de le briser, ai-je dit avec certitude. Bien, a répondu Paula. Et quand tu auras besoin de quelqu'un pour témoigner de leur schéma de comportement, appelle-moi. Je dirai la vérité, au diable les conséquences. Avoir une personne de mon côté, un membre de la famille qui voyait la situation clairement, m'a donné une force que je ne savais pas que j'avais besoin. Paula est devenue ma bouée de sauvetage pendant ces semaines sombres, prenant régulièrement de mes nouvelles, me rappelant que me défendre n'était ni égoïste ni mal. Le jour où j'ai été officiellement blanchi et autorisé à reprendre le travail aurait dû être une victoire. Au lieu de cela, il avait un goût amer. Ma réputation avait été ternie, mes économies épuisées, et la confiance que j'avais bâtie avec mes collègues pendant des années avait été brisée en 6 semaines. Rachel m'a convoqué dans son bureau avant mon premier service de retour. Je veux que vous sachiez que nous avons tout documenté en détail, a-t-elle dit. Le faux rapport, le manque de preuves, tout. Si votre sœur essaie de nouveau quelque chose comme ça, nous engagerons des poursuites pour dépôt de plainte mensongère. Merci, ai-je réussi à dire, bien que merci il sembla inadéquat pour quelqu'un qui avait cru en mon innocence quand peu d'autres l'avaient fait. Officieusement, a dit Rachel en se penchant en arrière dans son fauteuil, son expression se durcissant. J'ai 3 sœurs. Nous avons eu nos problèmes au fil des ans, des trucs de frères et sœurs normaux. Mais ce que votre famille vous fait, ce n'est pas normal. C'est de la maltraitance. Et vous ne leur devez ni pardon, ni réconciliation, ni une autre chance. Vous vous devez à vous-même la sécurité et la paix. Ces mots se sont installés dans ma poitrine. Une permission dont je ne réalisais pas que j'avais besoin. Pendant si longtemps, on m'avait dit que la famille était tout. Qu'il fallait pardonner et oublier, quoi qu'il arrive. Que les liens du sang l'emportaient sur le bien-être personnel. Mais là, quelqu'un que je respectais, quelqu'un avec ses propres relations familiales, me disait qu'il était acceptable de partir. J'aurais dû les anéantir à ce moment-là, mais je pensais encore comme quelqu'un qui croit en la rédemption, en la possibilité que nous puissions tous surmonter cela et trouver une sorte de paix. Tiffany n'avait pas de telles illusions. Ma voiture a été rayée si profondément que les éraflures atteignaient le métal nu. Quelqu'un a déposé un faux signalement à la protection de l'enfance, prétendant que je dirigeais une garderie clandestine et que je maltraitais des enfants, ce qui a entraîné une visite humiliante des services sociaux à mon domicile. Ils n'ont rien trouvé, car il n'y avait rien à trouver, mais mes voisins ont vu la voiture de l'assistante sociale dans mon allée et ont tiré leurs propres conclusions. Ensuite, mes cartes de crédit ont été débitées au maximum. Quelqu'un avait usurpé mon identité, ouvrant de nouveaux comptes à mon nom et se lançant dans des virées shopping. L'enquête pour fraude a révélé que les demandes avaient été déposées depuis l'adresse de mes parents, en utilisant des informations que seule la famille pouvait connaître. J'ai appelé mon père une dernière fois. Dis à Tiffany que ça doit cesser. Maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il dit, mais il ne pouvait cacher la culpabilité dans sa voix. Peut-être que si tu avais simplement aidé ta sœur quand elle en avait besoin, rien de tout ça ne serait arrivé. La conversation a duré moins de 2 minutes, mais elle contenait 32 ans de déception accumulée. Mon père n'avait jamais été cruel comme ma mère ou manipulateur comme Tiffany, mais sa passivité les avait toutes les deux encouragés. Chaque fois qu'il était resté silencieux pendant que maman me rabaissait,
chaque fois qu'il avait détourné le regard pendant que Tiffany prenait des choses qui m'appartenaient, chaque fois qu'il avait choisi la paix plutôt que de défendre ce qui était juste, il avait été complice. Te souviens-tu même de ma remise de diplôme universitaire, ai-je demandé soudainement, un souvenir enfoui refaisant surface. Tiffany a piqué une crise ce matin-là parce que son petit ami avait rompu avec elle. Maman a passé toute la cérémonie à la réconforter sur le parking. Toi, tu es resté assis pendant la cérémonie, mais tu es parti pendant la réception pour aller les voir. Je suis resté là, dans ma toge et mon mortier, seul, à regarder les autres familles célébrer ensemble. Silence à l'autre bout du fil. C'était une journée difficile pour ta sœur, a-t-il finalement dit. C'était ma journée, papa. La mienne. Mais tout a toujours tourné autour d'elle, n'est-ce pas, ai-je continué. Ses besoins, ses sentiments, ses rêves. Je ne suis que le personnage secondaire de l'histoire de Tiffany. Eh bien, plus maintenant. Tu n'es pas raisonnable, a-t-il dit, la frustration montant dans sa voix. La famille, ça veut dire des sacrifices. Ça veut dire faire passer les autres avant soi parfois. Non, ai-je dit clairement. Ça veut dire respect mutuel et amour. Ce que tu décris, c'est le martyr. J'en ai fini d'être la martyre de la famille. Brian a travaillé après les heures de bureau, sans demander de paiement ni d'explication au-delà de ce que je lui ai dit volontairement. Il a extrait des données de sauvegarde dans le cloud dont j'ignorais même l'existence, récupérant des messages que j'avais supprimés dans des moments de faiblesse, quand je croyais encore que ma famille pouvait changer. C'est considérable, a dit Brian doucement, en faisant défiler des mois de harcèlement. La plupart des gens ne documentent pas aussi minutieusement. Je suis infirmière, ai-je répondu. La documentation, c'est notre métier. Tout noter, ou en subir les conséquences. Il a imprimé plusieurs copies de tout, organisées chronologiquement dans des pays classeurs qui ressemblaient étrangement à des preuves juridiques parce que c'est exactement ce qu'elles étaient. Les enregistrements de sécurité de ma maison ont ajouté une autre dimension à l'affaire. La tentative d'effraction de Tiffany n'était que le début. Les caméras ont filmé ma mère passant devant ma maison à des heures étranges, se garant parfois de l'autre côté de la rue pendant 20 ou 30 minutes, simplement à observer. Mon père est apparu une fois, laissant une enveloppe sous mon paillasson qui contenait des photocopies de photos de mon enfance avec mon visage gribouillé au marqueur noir. La guerre psychologique était créative, je leur accorde ça. Mais la créativité ne tient pas devant un tribunal. Le harcèlement reste du harcèlement, quelle que soit l'approche artistique. J'ai aussi découvert qu'il répandait des rumeurs dans mon quartier. Madame Chen, ma voisine, a mentionné avoir entendu dire que j'étais impliqué dans des activités criminelles. Les Patterson, 2 maisons plus loin, s'étaient fait dire que je dirigeais une sorte d'arnaque depuis mon garage. M. Rodriguez, de l'autre côté de la rue, m'a demandé si les visites de la police concernaient le trafic de drogue dont mes parents l'avaient prévenu. Chaque conversation révélait une nouvelle couche de leur campagne pour m'isoler et me détruire. Ils n'attaquaient pas seulement ma carrière et mes finances. Ils visaient ma maison, mon espace sûr, essayant de retourner mes propres voisins contre moi. J'ai commencé à documenter ces conversations aussi, demandant à mes voisins s'ils accepteraient de fournir des déclarations écrites sur ce que ma famille leur avait dit. La plupart ont accepté, perturbés par les mensonges qu'on leur avait racontés. Certains se sont même excusés d'avoir cru les rumeurs sans les vérifier. J'aurais dû vous demander directement, a dit Madame Chen, l'air embarrassé. Votre mère semblait si inquiète, si convaincante. Mais rien de tout cela ne correspondait à la personne que nous connaissons depuis 3 ans. Le soutien du quartier était inattendu, mais profondément apprécié. Ces gens n'avaient aucune obligation de m'aider, mais ils l'ont fait quand même, fournissant des horodatage et des détails qui corroboraient ma version des faits. Ensuite, je suis allé voir Laurence Mitchell, un avocat dont le cabinet était idéalement situé à 3 rues de l'hôpital. Ses honoraires de consultation initiale étaient élevés, mais sa réputation pour la gestion des conflits familiaux était légendaire. Le bureau de Laurence était décoré de diplômes et de certificats qui témoignaient de son expérience. Il pratiquait le droit de la famille depuis 27 ans, spécialisé dans les cas de violence domestique, de harcèlement et de fraude familiale. Sa réceptionniste m'a offert un café et m'a traité avec une gentillesse qui suggérait qu'elle avait vu de nombreux clients dans ma situation. Laurence a tout écouté sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sombre. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir et a joint le bout de ses doigts. Votre famille a commis plusieurs crimes, a-t-il dit sans détour.
Usurpation d'identité, dépôt de fausses déclarations, harcèlement, agression. Nous pourrions engager des poursuites pénales si vous vouliez aller dans cette voie. Je veux qu'il me laisse tranquille, lui ai-je dit. Définitivement. Alors, nous ferons en sorte qu'il leur soit impossible de faire autre chose, a-t-il dit. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. Premièrement, des ordonnances restrictives contre chacun d'eux. Les preuves que vous avez sont plus que suffisantes. Deuxièmement, nous demanderons des dommages et intérêts civils pour l'usurpation d'identité, l'agression et la diffamation. Troisièmement, vous déposerez des plaintes officielles pour les fausses déclarations à la protection de l'enfance et au Conseil de l'ordre des infirmières. Ce sont des infractions graves avec de réelles conséquences. Laurence m'a expliqué le processus en détail, précisant ce que chaque étape impliquerait et les résultats que je pouvais raisonnablement attendre. Il n'a rien enjolivé ni fait de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Son honnêteté était rafraîchissante après des mois à gérer la manipulation de ma famille. Ça va être moche, m'a-t-il prévenu. Ils vous feront passer pour la méchante, prétendront que vous déchirez la famille, contacteront probablement d'autres parents pour vous pousser à tout abandonner. Pouvez-vous gérer ça? J'ai pensé au sang sur le sol de ma cuisine, aux semaines sans revenus, au sentiment de sécurité violé dans ma propre maison. J'ai pensé au visage suffisant de Tiffany et au manque total de remords de ma mère. J'ai pensé au silence complice de mon père et aux décennies où j'ai été traité comme une moins que rien. Je peux le gérer, ai-je dit. Ce que je ne peux pas gérer, c'est de laisser cela continuer. Combien cela va-t-il me coûter? Laurence a mentionné un chiffre qui m'a fait grimacer. La plupart de mes économies avaient déjà été épuisées par le congé forcé et le nettoyage de l'usurpation d'identité. Mais j'avais un atout qu'il ne pouvait pas toucher. Une chose que je protégeais par-dessus tout, ma maison. La maison qu'il voulait que je vende au départ. Je peux prendre un prêt sur valeur domiciliaire, ai-je dit. Quoi qu'il en coûte. L'ironie ne nous a pas échappé. Il voulait que je vende ma maison pour financer le rêve chimérique de Tiffany. Au lieu de cela, j'allais l'utiliser pour financer leur destruction. Le prêt sur valeur domiciliaire m'a donné 40 000 € de marge de manœuvre, assez pour la provision de Laurence et la longue bataille juridique à venir. Je le rembourserai sur 15 ans, mais au moins, je serai toujours propriétaire de ma maison à la fin de tout ça. Laurence s'est permis un petit sourire. Commençons. Les ordonnances restrictives ont été les premières à être émises. Mes parents ont été signifiés à domicile. Tiffany a été signifiée à l'épicerie bio où elle travaillait à temps partiel entre deux périodes de recherche de soi. Selon l'huissier de Laurence, elle avait fait toute une scène, criant à la persécution et à la trahison familiale pendant que d'autres clients filmaient avec leur téléphone. Ma mère a appelé depuis le téléphone de mon père, en pleurant. J'ai laissé le message sur le répondeur mais j'ai sauvegardé l'enregistrement pour Laurence. Elle a violé l'ordonnance restrictive en moins de 48 heures en se présentant à mon lieu de travail. La sécurité de l'hôpital l'a escortée dehors pendant qu'elle criait à propos des enfants ingrats et de familles brisées. J'ai immédiatement déposé une plainte à la police. La plainte pénale pour violation de l'ordonnance restrictive signifiait une date d'audience, qui a mis 3 mois à arriver. Les rouages de la justice tournaient lentement, donnant à ma famille tout le temps de réaliser la gravité de leur situation. Pendant ces mois, Laurence a intenté une action civile et a commencé à monter notre dossier pour les dommages et intérêts. Ma mère s'est présentée endimanchée, jouant le rôle de la matriarche blessée. Elle a dit au juge que j'étais mentalement instable, qu'elle avait seulement essayé d'aider sa fille en difficulté. Laurence a présenté mes dossiers médicaux, les photos de ma bouche ensanglantée et l'enregistrement de son message vocal menaçant. L'expression du juge est passée du scepticisme au dégoût. Madame, vous avez agressé votre fille puis tenté de la détruire professionnellement quand elle a refusé de vous donner de l'argent, a dit froidement le juge. L'ordonnance restrictive est maintenue. Toute nouvelle violation entraînera une arrestation immédiate. Maman a quitté la salle d'audience en larmes, mais je n'ai rien ressenti en la regardant partir. Le procès civil a duré plus longtemps, s'étalant sur 8 mois supplémentaires de déposition, de demande de documents et de manœuvres juridiques. Laurence a demandé des dommages et intérêts couvrant mes frais médicaux, mes pertes de salaire, mes frais de justice, mes frais de thérapie et mon préjudice moral. L'usurpation d'identité à elle seule entraînait des pénalités substantielles, et nous pouvions prouver que mes parents avaient été complices, car les demandes provenaient de leur adresse. Tiffany a tenté de se représenter elle-même, se tenant au tribunal avec des impressions de sites de conseil juridique, arguant que la famille devrait pardonner et que j'étais vindicative.
Le juge n'a été impressionné ni par sa préparation ni par son argument. Vous avez déposé de fausses déclarations auprès d'organismes de l'État, porté atteinte à la réputation professionnelle de votre sœur et participé à une fraude à l'identité, a déclaré le juge sans ambages. Ce ne sont pas des querelles familiales mineures. Ce sont des crimes. Mes parents ont engagé leur propre avocat, un homme à l'air fatigué qui savait clairement qu'il menait une bataille perdue d'avance. Il a tenté de soutenir que l'usurpation d'identité était l'œuvre de Tiffany seule, que mes parents étaient aussi des victimes. Laurence a produit des relevés bancaires montrant que mon père avait remboursé l'une des cartes de crédit frauduleuses, preuve qu'ils étaient au courant du vol et en avaient profité. Le jugement a été rendu en ma faveur, 87 000 € de dommages et intérêts, à partager entre mes parents et Tiffany. Mes parents étaient propriétaires de leur maison, mais avec une hypothèque judiciaire sur leur propriété, ils ne pouvaient ni vendre ni refinancer sans d'abord régler la dette. Ils ont réussi à obtenir un refinancement avec retrait d'espèces auprès d'un prêteur acceptant de travailler avec une hypothèque, utilisant le produit pour payer leur part du jugement tout en s'endettant avec une nouvelle hypothèque de 30 ans à la fin de leur soixantaine. Tiffany n'avait aucun bien, mais son salaire serait saisi dans un avenir prévisible, 73 € de chaque paie pour les 15 prochaines années ou plus. Mais l'argent n'a jamais été le but. Ce qui importait, c'était le dossier public, la documentation permanente prouvant qu'ils étaient les agresseurs et que j'étais la victime qui se défendait. Les accusations d'usurpation d'identité ont abouti à une mise à l'épreuve pour tous les trois. Laurence m'avait prévenu que les primo-délinquants voyaient rarement la prison, surtout lorsqu'ils acceptaient des accords de plaidoyer. Ma mère a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve, mon père de 18 mois, et Tiffany de 2 ans plus des travaux d'intérêt général. Ce n'était pas la justice dont j'avais rêvé, mais les casiers judiciaires les suivraient pour toujours, affectant leurs emplois, leurs demandes de logement et leur précieuse réputation. Tiffany a perdu son emploi lorsque son employeur a appris son casier judiciaire. Mes parents sont devenus des parias dans leur communauté ecclésiale une fois que la nouvelle de leurs actes s'est répandue. Les petites villes ont la mémoire longue, et une agression combinée à une fraude était un commérage juteux qui ne s'estomperait pas de sitôt. J'ai déménagé 6 mois après la conclusion des procès. La maison qui avait déclenché tout ce cauchemar s'est vendue 15 000 € au-dessus du prix demandé sur un marché concurrentiel. Après avoir remboursé le prêt sur valeur domiciliaire que j'avais contracté pour les frais de justice, j'ai encore réalisé un bénéfice de 60 000 €. J'ai utilisé cet argent pour déménager en Arizona, acceptant un poste dans un réseau hospitalier qui offrait un meilleur salaire et de meilleurs avantages que ce que j'avais en Ohio. Pour la première fois en 18 mois, mon compte en banque était sain, mon crédit était propre, et personne n'essayait de détruire ma vie. Mon premier jour au nouveau travail, on m'a assigné une mentor, une jeune infirmière fraîchement diplômée. Son enthousiasme me rappelait le mien, une décennie plus tôt, plein d'idéalisme et d'espoir. Pendant notre pause déjeuner, elle m'a demandé si j'avais de la famille à proximité. Non, ai-je répondu simplement. Je suis toute seule ici. Ça doit être solitaire, a-t-elle dit avec sympathie. J'ai pensé aux années de manipulation et d'exploitation, au sang sur le sol de ma cuisine et aux semaines d'enquête et de fausses accusations. J'ai pensé aux factures d'avocat, au stress et aux nuits où je m'endormais en pleurant, me demandant si me défendre faisait de moi une personne aussi mauvaise qu'eux. Puis j'ai pensé à mon nouvel appartement avec vue sur les montagnes, à mon dossier de crédit impeccable, à mon compte d'épargne non grevé, et à l'absence totale de gens qui me voyaient comme un distributeur de billets avec un pot. Pas vraiment, lui ai-je répondu honnêtement. Plus maintenant. Mon téléphone s'allume parfois avec des numéros que je ne reconnais pas. Je ne réponds jamais, mais je garde les messages vocaux pour mon avocat, au cas où. La plupart viennent de ma mère, sa voix alternant entre supplication et colère, me suppliant de lever l'hypothèque sur leur maison ou me maudissant d'avoir détruit la famille. Quelques-uns sont de Tiffany, qui croit apparemment que si elle s'excuse assez souvent, je pardonnerai tout par magie et lui ferai un chèque. Mon père a appelé une fois depuis une cabine téléphonique de station-service, laissant un message décousu sur ce que tout cela leur avait coûté financièrement et socialement. Il voulait que je sache qu'ils avaient dû quitter leurs clubs sociaux parce que le jugement leur donnait une mauvaise image. Il semblait sincèrement confus quant à la raison pour laquelle je ne ferais pas tout disparaître. « N'étais-tu pas notre fille ?» avait-il dit, la voix brisée. « Est-ce que ça ne signifie rien pour toi ?» Cela a signifié quelque chose, autrefois. Cela signifiait sacrifier mes propres besoins et rêves pour soutenir leur enfant prodige. Cela signifiait accepter la violence comme de l'amour et l'exploitation comme une obligation familiale. Mais cette version de moi est morte dans ma cuisine, du sang dans la bouche,
et a finalement compris qu'elle n'avait jamais été leur fille, juste leur ressource. Laurence me tient au courant tous les trimestres des paiements de saisie. Tiffany paie 73 € par chèque de paie quand elle réussit à garder un emploi assez longtemps pour en avoir un. Mes parents ont refinancé leur maison pour payer leur part, contractant une hypothèque à la fin de leur soixantaine. Chaque paiement qu'ils effectuent est un rappel que les actions ont des conséquences. Même au sein des familles. Surtout au sein des familles. Parfois, les gens me demandent pourquoi je ne me laisse pas tomber. Tourner la page. Prendre de la hauteur. Ils ne comprennent pas que tourner la page ne signifie pas laisser les gens qui vous ont fait du mal échapper à leurs responsabilités. Prendre de la hauteur, ce n'est pas le silence et le pardon pour des gens qui vous détruiraient volontiers pour leur convenance. Je vais chez le dentiste tous les 6 mois pour des contrôles réguliers. La dent qu'ils ont endommagée est restée stable, mais il y a une petite cicatrice sur ma lèvre inférieure qui accroche parfois la lumière quand je souris. Autrefois, je détestais la voir dans le miroir, un rappel permanent de ce jour-là. Maintenant, j'en suis reconnaissante. Elle me rappelle ce que j'ai survécu et ce dont je suis capable quand on me pousse à bout. Elle me rappelle que je me suis choisi, enfin, après des décennies à choisir tout le monde. Ma nouvelle vie en Arizona est calme de la meilleure des manières. Je me suis fait des amis au travail et dans un groupe de randonnée locale. J'ai adopté un chien nommé Scout au refuge, et nous explorons les sentiers du désert pendant mes jours de congé. Je fréquente quelqu'un de manière informelle, un radiologue nommé Marcus, qui pense que le traumatisme familial est quelque chose qu'on règle en thérapie plutôt qu'une dette qu'on doit à vie. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre transférée de mon ancienne adresse. Ma cousine Jennifer, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'écrivait pour me dire qu'elle était désolée de ne pas m'avoir défendu. Elle avait entendu ce qui s'était passé par les rumeurs familiales et voulait que je sache qu'elle pensait que j'avais bien agi. Elle a inclus son numéro de téléphone et une invitation à reprendre contact si j'étais intéressé. Je n'ai pas encore décidé si je vais l'appeler. Une partie de moi veut croire que certains liens familiaux valent la peine d'être sauvés. Mais j'ai appris à être prudente avec qui je laisse entrer dans ma vie, à reconnaître les signaux d'alarme que j'ignorais autrefois, à valoriser la paix plutôt que l'obligation. Ce que je sais avec certitude, c'est ceci, je ne me mettrai plus jamais le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud, que ce soit ma famille ou non. Je n'accepterai plus jamais la violence déguisée en amour ou la manipulation habillée en besoin. Et si jamais quelqu'un essaie de prendre ce que j'ai bâti par le sacrifice et le travail acharné, il découvrira jusqu'où je suis prête à aller pour me protéger. Ma mère voulait que je finance les rêves de Tiffany avec ma sécurité. Au lieu de cela, j'ai financé ma propre liberté avec leurs conséquences. Ils ne toucheront plus jamais à ma vie, car j'ai construit des murs qu'ils ne peuvent pas escalader et j'ai documenté tout ce qu'ils ont fait si minutieusement que toute tentative future ne ferait que leur nuire davantage. Certains pourraient appeler ça de la vengeance. J'appelle ça de la justice. Et contrairement au pardon, la justice ne m'oblige pas à oublier ou à minimiser ce qui m'a été fait. Elle ne me demande pas d'être la plus intelligente ou de tendre l'autre joue. Elle dit simplement, vous m'avez fait du mal, et voici les conséquences. Je dors mieux maintenant que je ne l'ai fait depuis des années. Fini l'anxiété des visites ou des demandes inattendues. Fini de marcher sur des œufs, me demandant ce qu'ils voudront de moi ensuite. Juste un silence béni et paisible, rompu uniquement par le léger ronflement de Scout depuis son lit au pied du mien. La maison qu'il voulait que je sacrifie m'a acheté quelque chose de bien plus précieux que du capital de démarrage pour une entreprise de brunch qui aurait inévitablement échoué. Elle m'a acheté de la distance, une protection juridique, et la satisfaction de savoir qu'ils ont payé cher pour m'avoir sous-estimé. Chaque fois que ma mère effectue un paiement hypothécaire sur une maison qu'il possédait autrefois sans dette, j'espère qu'elle se souvient du moment où elle m'a enfoncé cette assiette dans le visage. Chaque fois que Tiffany voit de l'argent prélevé sur son salaire, j'espère qu'elle se souvient d'être restée là, à regarder, sans rien faire, s'attendant à ce que je renonce à tout ce que j'avais construit. Ils m'ont appris que la famille pouvait être une arme. Je leur ai appris que l'arme pouvait se retourner.